En fait, ma première approche sur le title design, je pense que c'était vraiment en étant adolescent. C'est plus par amour du graphisme, par amour des titres de films en fait. C'est les affiches de films tout simplement qui m'ont amené à ça. Ensuite, le title design, c'est venu dans un deuxième temps. Je crois que les premiers amours, c'est reproduire des titres d'affiches tout simplement, des textures. Et puis il y avait déjà des designs de titres de films qui étaient sublimes. Enfin, il y a des choses qui frappent. Forcément, quand on regarde la typo de l'Exorciste ou de Star Wars, designé par Dan Perry, on se rend compte que tout d'un coup, on est déjà dans des logos. C'est quelque chose d'élaboré, on s'en rend pas compte. C'est presque comme des logos de groupes de rock, comme des logos de groupes musicaux. En fait, voilà, moi j'adorais les reproduire. Le logo Star Wars, c'est peut-être un des premiers logos que j'ai reproduit, comme j'aurais pu reproduire celui de Iron Maiden dans les années 80. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené au graphisme. Après, évidemment, avec la fin des années 80, moi j'ai fait un détour par le graffiti, mais finalement ça a développé mon sens de la lettre, de la lettrine, et puis c'est ce qui m'a donné envie de faire des études de graphisme finalement. Ça, c'est ce qui a du coup ouvert un espace de jeu. Dans beaucoup de rencontres, il y a des gens qui me parlent de mes racines japonaises, soi-disant c'est une nation qui est très graphique. Alors pourquoi pas, mais c'est vrai que finalement reproduire un logo sur on va dire sur ton sac à dos ou quelque chose comme ça, c'était vraiment déjà on va dire l'essence du design. Voilà. Et le côté pop culture, ça joue énormément finalement dans cette recherche, puisque quand tu es adolescent, tu vas voir les films que tu aimes, tu t'y identifies, donc forcément tu as envie de reproduire des choses, d'où je pense forcément tout ce qui était les typos de Apocalypse Now, Rambo. Alors moi c'est vrai qu'il y a toute une période comme ça où je ne sais pas pourquoi, mais évidemment c'était peut-être le post-Vietnam, donc il y avait énormément de choses comme ça. Après, donc en refouillant chez mes parents, il y a une grosse culture graphique packaging. Quand on dit packaging, c'est vrai qu'au Japon, il y a une culture du packaging. Et en fait, depuis que je suis petit, c'est sûr que ça m'a influencé. Donc, les gens me connaissent pour mon travail sur les génériques, mais j'ai énormément travaillé en musique électronique. Donc, j'ai des influences de cinéma, mais j'ai fait énormément de choses assez technoïdes. Et ce technoïde-là, finalement, ça vient des paquets de bonbons, ça vient de tous ces emballages japonais que je voyais quand j'étais petit et puis que j'ai, enfin voilà, qui m'ont inspiré. Il y a toute cette source aussi de packaging de nourriture. Ça, c'est vraiment une source, les bonbons. Donc les bonbons, c'est pop, c'est frais, c'est technoïde à souhait. Aujourd'hui, j'en photographie encore. Il y a les jeux, les jouets. Donc c'est vrai que l'avènement des jeux électroniques, même les jouets, tout ce qui est robotique, robot, c'est incroyable. Bon voilà, les Gundam, voilà, c'est vraiment des choses. Alors ça me sert moins au cinéma, mais pendant toute une période, c'est ce qui m'a permis de faire des flyers de musique électronique pendant les années 90. Donc ce qu'on appellera un peu la French Touch. J'ai collaboré avec les Daft Punk sur leur titre Burnin', où en fait ils m'ont demandé de faire un logo qui soit vraiment comme un titre de film. Donc j'ai refait un logo qui était un peu plus cinématographique. J'avais fait le design du LP comme si c'était un vidéodisque. Donc les jeunes générations ne savent pas ce que c'est qu'un vidéodisque, mais donc c'est des disques laser qui font 32 cm, qu'il faut retourner au bout de 45 minutes, mais qui permettaient de regarder des films soi-disant en bonne qualité, en pâle. Donc c'est 576 par 768. Donc voilà, c'est pas des grosses images, mais à l'époque c'était le must. La couleur en fait joue un rôle très important, autant que la fonte finalement. Il y a des couleurs qui reviennent assez souvent finalement dans le cinéma. Je pense qu'il y a aussi le genre. La couleur, ça exprime le genre avec le choix typographique. C'est sûr qu'un logo blanc, ça n'a pas le même impact qu'un logo rouge sur une image sombre. Donc il y a beaucoup de choses. Après, moi j'aime aussi prendre les choses peut-être de manière différente. Là par exemple, quelque chose qui m'a frappé, je pense que c'est le visuel pour Annette. Le titrage est vert. Donc là tout d'un coup, je me suis dit tiens, ça c'est une bonne idée. Et c'est des choses à travailler. Je pense que ça continue de surprendre, ça évoque peut-être de nouvelles choses, de nouvelles pistes. Voilà, moi j'aime penser à la couleur forcément dans l'approche de mon design. Pour ce qui est de l'association des couleurs et des fonds dans le title design, on pourrait dire que c'est presque comme en musique, on pourrait composer différentes choses, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des registres qui fonctionnent mieux que d'autres, puisque nous, techniquement, on doit aussi avoir, on va dire, par rapport à l'affiche, par rapport au title design, un certain rôle d'impact. Aujourd'hui, ça a évolué, c'est pas juste de l'illustration. On va au-delà de ça, ça devient presque des marques, ça incarne aussi le film. Donc forcément, la série noire, l'horreur, le fantastique, ça appelle des couleurs. Donc évidemment, on peut reproposer des associations. C'est quelque chose, je pense, qui doit
qui doit naviguer entre l'artistique et puis évidemment le marketing. Donc ça, c'est vraiment voilà, deux choses. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que tu peux avoir un titrage dans ton film et un autre titrage sur l'affiche. Donc il y a des fonctions qui sont différentes. La dernière fois, sur le projet Inexorable de Fabrice Duvels, j'ai fait une typo qui fonctionne extrêmement bien dans le format film. C'est rouge, les lettres sont collées, ça prend vraiment le 2,35. Par contre, est-ce que ce sera lisible pour l'affiche? C'est un nom qui est très long, c'est marqué Inexorable. Peut-être que ça fonctionnera d'une autre manière. Je connais bien l'affichiste, il m'a dit je prendrai peut-être ta typo, peut-être que j'en proposerai une autre. Donc c'est pour ça que ça peut différer. L'affiche doit avoir un impact maximal, alors que dans la salle, on a vraiment le temps de voir cette typo arriver. Les différences entre les affiches et les génériques, on peut les ressentir. Sur Climax, par exemple, moi j'avais terminé le générique, le titrage principal, tout à la fin, vraiment sur fond blanc, quand la fille se met des gouttes de LSD dans les yeux. Alors que sur l'affiche, en fait, c'est totalement différent. Alors Laurent Lufroy, l'affichiste de Gaspard, en fait, a eu le temps, lui, de travailler le logo Climax avec vraiment toute la bordure, alors que nous, on avait déjà fini la post-production. Donc voilà, parfois le logo de l'affiche peut différer du logo du title, et parfois on peut travailler aussi en forte cohésion. Par exemple, sur Star Wars, on voit que le logo, il est tellement bien, tellement beau, que finalement, il fonctionne aussi bien en générique qu'en affiche. Et pour moi, c'est une réussite totale. Donc j'ai travaillé sur les projets des Wachowski. J'ai commencé sur Matrix 2 et 3. Et c'est vrai que c'est un petit peu à l'américaine, donc ça travaille par étage. C'est des superviseurs finalement qui délèguent le travail dans différentes maisons de post-production un peu à travers le monde. Et en France, c'est Buff Company qui avait récupéré des plans à fabriquer. Et j'ai eu la chance en fait de travailler sur les concept boards. Donc les concept boards, c'est les planches d'inspiration. C'est les planches, on va dire les mood boards qui vont inspirer tous les gens qui travaillent dans les effets spéciaux. Donc on les fait valider, on design, donc c'est du pur design en fait, c'est de la maquette, et puis ensuite les gens essayent de reproduire ça en 3D, c'était génial. Donc là, au-delà même du graphisme, comme j'avais déjà réalisé pas mal de clips, comme j'avais fait pas mal de photos, en fait je mélangeais un petit peu tout ça, et on avait même poussé l'idée du bullet time, qui au début était voilà, qui était simple, en fait, qui était circulaire. Donc ce bullet time, finalement, avait été trouvé par Pierre Buffin des années avant Matrix, et ils n'avaient pas pu collaborer. Donc c'est les Américains qui ont développé le bullet time sur le Matrix 1. Et sur 2 et 3, avec Pierre, finalement, moi, ça m'intéressait de le développer, parce que j'avais une expérience en photo, une expérience en vidéo, mais donc je lui proposais de faire des mouvements complètement à 360 autour des sujets. Alors, à l'époque, c'était très coûteux puisque c'était encore le procédé d'appareil photo, mais Pierre Buffin avait déjà en tête l'idée de pouvoir fabriquer finalement des personnages, les modéliser, remapper tout et puis faire vraiment des mouvements en 3D tout autour. Donc le développement artistique en fait appelle le développement technologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'un mood board par exemple, il y a des gens qui vont travailler dessus pour essayer de programmer le logiciel pour qu'on puisse approcher le mood board, et finalement les avancées technologiques font aussi évoluer la vision artistique, puisque quand le morphing a commencé, finalement tout le monde s'en est inspiré, et ça a inspiré des images à fabriquer. Donc les deux vont de pair finalement. Donc toujours par Buff Company, j'ai été appelé à designer beaucoup de logos sur Speed Racer. Alors là c'est évidemment décoratif, ça fait partie des décors du film, mais sur le circuit automobile, dans la ville, voilà, il y a énormément de choses. Il y a des petits caméos, il y a le prénom de ma fille, le prénom du superviseur, enfin des enfants du superviseur. Voilà, donc c'est des petites choses qu'on retrouve. Ensuite, avec les Wachowski, j'ai travaillé sur Cloud Atlas. Donc Cloud Atlas, c'était co-réalisé avec Tom Tykwer. Le film est sublime. Ils m'ont appelé très très tôt avant. Donc c'est le superviseur qui m'a contacté via Method Studio à Los Angeles. Et en fait, on n'avait quasiment rien. C'était comme pour Matrix, j'avais 10 lignes. 10 lignes, c'était la partie en Corée, réalisée par les Wachowski. J'ai acheté le livre, je l'ai lu pour savoir de quoi ça parlait. Évidemment, je ne connaissais pas le livre, j'ai découvert tout ce langage qu'il attribue un petit peu dans le futur, dans la Corée, en Corée du Sud. Voilà. Et puis évidemment, il m'appelait pour travailler sur les néons, sur énormément de choses. C'était finalement assez épanouissant, parce qu'on découvre un nouvel univers, on essaye d'inventer finalement, de créer des choses, et je pense que c'était quasiment 1 an et demi avant le tournage. Donc c'est là où la force créative, on va dire, la force de frappe américaine est différente. Alors, américaine, ils ont eu, eux, l'opportunité de déclencher les choses beaucoup plus rapidement,
ils sont ouverts à beaucoup plus de propositions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce métier, c'est un métier d'anticipation. Là, c'est du mood board, c'est de la direction artistique pour le film. Je n'interviens pas au moment de la post-production, j'intervenais même avant qu'il tourne. Et c'est comme finalement l'intelligence qu'avait eu Mathieu Kassovitz quand on a collaboré ensemble sur Babylone AD. Même si on n'avait pas commencé le tournage, il m'avait déjà demandé d'inventer des fausses pubs, d'imaginer des choses. Là, c'était le même brief. On avait ce livre, et puis il fallait inventer qu'est-ce que c'est le futur dans 75 ans, dans 100 ans, pas trop loin. Mais voilà. Et donc on pouvait dessiner, on pouvait écrire, on pouvait filmer, on pouvait faire du mood board. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que tout d'un coup, ils respectent ton idée. Ils vont appeler plusieurs personnes dans le monde entier. Et puis ils vont rassembler toutes ces idées et puis en forger autre chose. Donc voilà, c'était vraiment un super job. La première fois que j'ai rencontré Gaspard, c'est par Pierre Buffin. Donc Pierre Buffin travaillait sur Enter the Void à l'époque. J'avais collaboré avec lui sur Matrix et sur Speed Racer. Et en fait, il me dit, voilà, nous on travaille sur Enter the Void. On a besoin d'un graphiste qui soit talentueux, qui parle français, anglais, japonais. Et puis il me dit, écoute, sur Paris, je crois qu'il n'y a que toi. Voilà, donc ça c'était vraiment sur une petite note d'humour. Il me dit, voilà, on n'a pas beaucoup de budget, je te donne son numéro de téléphone, tu vois directement avec lui. Donc je me suis retrouvé avec le numéro de téléphone de Gaspard dans la poche, en me disant, bon, je vais faire un rendez-vous. Et c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Gaspard, pour la petite anecdote, il m'a proposé à boire. Voilà, j'ai réagi sur une boisson pétillante à l'orange, et puis il me dit, ah bah ok, j'y vais. Et puis là, tout d'un coup, pendant 10 minutes, je me retrouve tout seul à l'accueil. Puis je me dis, il est retourné en montage, il m'a oublié. Et au bout de 10 minutes, en fait, Gaspard est revenu avec des sacs de provisions pour toutes ses équipes, avec des boissons, de quoi grignoter. Et là, je me suis dit, tiens, c'est un réalisateur qui fait attention aux gens. Ça a attisé un petit peu ma curiosité. On a enchaîné sur 2h36 de montage, où il m'a montré son film. Et en rentrant dans la salle, il y avait des affiches qui étaient collées. Et c'était des petits A4, en fait. Et Gaspard est fan d'affiches de films. Et tout d'un coup, je me retrouvais face à un mur où il y avait plein de styles différents, plein de graphismes. Et il les collait. Et puis il montait, il avait un petit peu ces deux univers-là en parallèle. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui aime la typo. Et on s'est mis à parler. Et en effet, il avait déjà une idée embryonnaire par rapport à Enter the Void, qui était de dire, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas avec plein de styles différents, comme si c'était plein de titres différents de films qui se rencontraient dans le même générique. Donc on est dans une salle de montage, c'est un écran, on va dire, normal, donc un petit peu plus grand évidemment, parce qu'on est dans une salle de montage. Et je ne sais pas du tout ce que je vais voir. Donc je m'assieds, on tire les rideaux pour avoir de la pénombre, et là on part. Pour moi, c'est un voyage un petit peu dans l'inconnu. Gaspard, je connaissais son précédent film qui était Irréversible. J'avais jamais rien vu d'autre, ni jamais rien entendu sur Enter the Void. Et donc je plonge dans l'ouverture du film avec. Alors il y avait déjà cette idée de séquence un peu rapide au début. Donc je crois qu'il avait même monté des titres de films quand même, pour que ça clignote, mais voilà, on est rapidement plongé finalement dans cette vie nocturne japonaise que moi je connais. Donc tout d'un coup, j'ai presque les odeurs de la rue qui me viennent, et puis on voit cette sœur et son frère qui sont dans cet appartement, qui discutent, et puis je me mets à les suivre. Et là, finalement, c'est un film qui est dans lequel on plonge. On est au début avec les gens, on les suit avec une caméra, on va dire, presque normale. Évidemment, à la mort du frère, tout d'un coup, on prend un autre angle de vue et puis on se met à voyager vraiment dans Tokyo, à suivre ce personnage. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est vraiment après son étude par rapport au temps. C'est-à-dire que ce film est long. Il y a des longueurs, mais c'est comme des soupapes. C'est vraiment comme, voilà, on passe d'un chapitre à un autre chapitre. Donc c'est un film qui a des longueurs, mais finalement ce sont des passages. Et ces passages-là, en fait, Gaspard était presque en train encore d'étudier. Il travaille de manière assez organique finalement au montage. Il essaye sur lui-même énormément de choses. C'est-à-dire qu'il regarde attentivement, il prête attention à tout. Alors autant il y a un œil technico-artistique sur le cadre, sur pas mal de choses, autant dans sa narration, il te laisse plonger finalement dans quelque chose. Alors je ne me souviens plus sur quel projet, il y avait un moment de longueur. Et puis finalement dans l'équipe, je crois qu'on le ressentait tous. Et Gaspard a dit, mais c'est fait exprès.
C'est fait exprès pour que justement, si je le coupais plus court, on serait dans un film d'action. Là, je le laisse plus long parce que tu as plus le temps de réfléchir presque à la psychologie du personnage. Au niveau du rythme, avec Gaspard, quand on travaille sur les génériques, son monteur a une place très importante. Il ficelle, il façonne tout ce qui est timing. Donc je dirais que le succès des génériques aussi de Gaspard, c'est pas que le design, c'est aussi le rythme et la musique. Là par exemple, tu vois, les designs ne sont pas faits encore. Tu vois, c'est marqué en blanc. Bon, ils avaient déjà ces espèces de flash, de vibrations. Et là, c'était de se dire, voilà, quelle est la limite de lecture. Là, on a mis d'abord des typos blanches, juste pour voir si on arrivait à lire, si on arrivait à avoir quelque chose. Et au fait, au fur et à mesure, voilà, on a commencé à remplacer. Ça, par contre, c'est quelque chose que je pense j'avais produit de mon côté. Et c'est ce qui nous a persuadé qu'on était sur le bon chemin. Donc ça, c'est une idée que je me faisais un petit peu de l'univers. Et puis après, au fur et à mesure, on a un petit peu nettoyé les designs. Par seconde, il y a 8 cartons. Donc ça fait énormément de travail. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse peut-être voilà, de ce générique. Donc là, par exemple, on voit c'est une partie qui n'existe plus en fait au final. Mais ça m'amusait moi de produire en tout cas aussi toutes ces interimages. Finalement, les interimages, c'est pas de la surimpression, c'est vraiment volontaire pour moi de superposer deux typos pour donner l'impression que ça se chevauche. Mais c'est que du cut en fait. Lui, pareil, Edspire, ça a changé. Après, j'ai fait des choses image par image qui évoluaient. Mais c'était tout d'un coup trop sophistiqué. Après, c'est vrai que Gaspard, il aime bien les choses qui soient assez brutes. Donc tout d'un coup, quand on rentre dans une sophistication, que ça devient un peu trop narratif, par exemple, il y avait des noms où il y avait vraiment des choses qui presque fleurissaient, c'était des choses voilà, qui étaient enlevées. Et puis, malgré tout, même si il laisse quand même carte blanche, il y a des choses, par exemple, qu'il n'utilise pas ou qu'il ne veut pas utiliser, voilà, parce que c'est son goût, et ce que je comprends tout à fait. Et puis aussi parce que je pense qu'il a une bonne maîtrise de l'image qu'il veut donner à son film ou aussi à son propre travail. Ce qui m'intéressait aussi, le concept de ça, c'est qu'en print, il existe les macules d'impression. Donc les macules d'impression, c'est une planche de papier qui est passée plusieurs fois dans les rotatifs pour les nettoyer. Donc il va y avoir une superposition un peu aléatoire des typos. Et en fait, on retrouve des choses très belles. Et là, l'idée, c'était de se dire que finalement, ces superpositions-là, c'était plusieurs univers, plusieurs personnalités qui se chevauchaient. Un bon exercice de style, puisque la base, on va dire, de ce travail-là, même si aujourd'hui, on ne voit que ce qui reste, c'est que comme Gaspard est fan d'affiches de films, l'idée pour moi était un moment de lui proposer plein de typos différentes, mais pas n'importe lesquels. Finalement, les typos qui figurent ici, c'est des typos qu'il aime bien parce que c'est des typos qui ont déjà été utilisés dans des affiches de films ou qui dégagent un style voilà, de film. La première fois où j'ai présenté le choix typographique que j'avais fait pour son film, par exemple, j'ai vraiment séparé tout ce qui par année, 30, 40, 50, 60, 70, 80, par genre de film, science-fiction, polar, blaxploitation, après tout ce qui peut être aussi musical. Gaspard, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, donc tous les genres musicaux. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup la pochette de disque puisque c'est un univers duquel je viens. J'ai fait pas mal de pochettes de disques de musique électronique et puis de genres différents. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir un terrain de jeu finalement, un terrain d'entente. Et puis après on est parti dans l'exploration un petit peu de la couleur. Donc en fait, Gaspard met toujours le générique, les crédits qui se retrouvent habituellement à la fin, il les met en début. Pour moi, c'est vrai que dans la discussion qu'on a eue avec lui, c'était quasiment pour rendre hommage un petit peu aux équipes avec lesquelles il travaillait, plutôt que d'avoir des gens qui ne lisent pas les génériques à la fin et qui s'en vont de la salle. Finalement, c'était un bon moyen pour remercier toute son équipe. Donc là, c'est une version déjà un peu plus avancée. Donc la plupart des designs, là, ils sont posés. On a déjà la musique aussi quasi def là. Voilà, et là c'est pas encore l'électrophotographie de Thorsten Flesch, voilà, qui a fait en fait, qui a découpé les lettres dans du métal, qui les a posées directement sur du papier sensible, enfin photosensible, et en fait il a fait passer un courant. Donc c'est ce qui génère un petit peu les arcs électriques autour des typos, et c'est vraiment ce qui reste. Dans l'approche typographique, je lui avais présenté voilà, des typos assez typiques et avec, on va dire, un rédactionnel, un titre qui, en tout cas, avec le design,
évoquer quelque chose. Donc volontairement, je les avais mis en noir et blanc. Par exemple, c'est vrai que Broadway, ça rappelle les néons de Broadway. Barbare, c'est vrai qu'avec ces typos, on peut aisément marquer Conan le Barbare ou retrouver le côté années 50, par exemple avec un mot comme Technicolor. Electro Games, c'était vraiment pour le côté 80s, 70s. Donc voilà, ça lui permettait aussi de retrouver des espèces de références graphiques et surtout qui lui parlaient, parce que tout d'un coup, on n'était plus que dans du graphisme, on était dans du cinéma. C'est vrai que ça, même si c'est pas le titre original, pour moi, quand je vois cette typo, c'est ce que ça m'évoque. Donc, je lui ai proposé pas mal de typos pour que tout d'un coup, ils se disent, tiens, ça fonctionne. Alors même si c'est pas exactement ça, tout d'un coup, ça pouvait le projeter dans un univers et ça lui permettait peut-être de mieux cerner un petit peu les affiches. Donc là, c'était des planches qui étaient beaucoup, beaucoup plus grosses, où tout d'un coup, on arrivait un petit peu avec la même approche. Et finalement, là, c'est déjà des planches épurées où on commence à retrouver des choses. Là, ici, pour Passe de la Huerta, et c'est en fait par rapport à ça qu'on va commencer à récupérer un choix typographique pour coller aux gens. C'est vrai que ce qui est important aussi dans l'approche, et pour expliquer un petit peu le déluge de choix typographiques, c'est que comme il accorde beaucoup d'importance aux gens, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui aime travailler en équipe, qui est à l'écoute des autres. Bien finalement, ce choix typographique, ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi en fonction des gens avec lesquels on travaillait. Les typos qu'on a choisis finalement avec Gaspard, au-delà du style que ça pouvait rendre, c'était aussi en fonction, on va dire, de la personnalité des gens de l'équipe. C'était une sorte aussi d'hommage quasiment aux gens, où tout d'un coup on utilisait une typo, et Gaspard il disait « Ah bah tiens, utilise ça pour telle personne ». Quand il a tourné Climax, je suis venu avec mon appareil photo, et puis j'ai fait des photos de plateau. Et puis à un moment, les gens qui le connaissent bien depuis plus longtemps que moi me disent « Mais Gaspard te laisse faire des photos ». Ils savent que c'est moi, donc au début ils me disent rien. Au bout de 2 jours, ils disent « Mais t'as pas de problème ?» Je dis « Bah non, c'est pour le souvenir ». Je dis « Mais tu sais que tu as la chance de pouvoir faire des photos parce que Gaspard ne tolère pas ça ». Donc au bout de 2-3 jours, je suis un peu catastrophé. Je vais voir Gaspard, je dis « Mais ça te dérange pas qu'on fasse ces photos ?» Puis il me dit « Mais non, pas du tout, amuse-toi ». Et donc j'ai eu ce privilège-là. Donc j'y suis allé quasiment pendant 15 jours non-stop pour faire des photos. J'ai des milliers de photos. Et finalement, donc, sur Lux Eterna, il se passe la même chose. J'apprends qu'il tourne. Je dis, je peux venir. Il me dit, bah, écoute, passe volontiers. Et j'ai mon boîtier et puis je fais des photos. Et puis au bout d'un moment, donc, dans sa spontanéité avec les gens, et ben, finalement, il me dit, tiens, mais va essayer quelques vêtements. Alors, je m'habille, on valide une tenue. Et puis il me dit, mais tu réalises, tiens. Il me donne une caméra. Et puis il me dit, voilà, c'est la caméra B, t'as qu'à faire des plans, tu fais ce que tu veux. Et puis on se dit, bah tiens, on se met pas dans les 45 degrés, on essaie quand même de faire des choses assez différentes. Et puis moi je dis, bah je vais couvrir différentes valeurs de plans. Et là en fait on se met d'accord pour que moi je puisse travailler un petit peu à plus de 45 degrés, faire un peu des plans de coupe et surtout stalker les gens. Donc c'est ce qui était intéressant. Puis moi je me mets un peu dans la peau de Gaspard en me disant, tiens, si je stalk les gens, je vais stalker à hauteur d'épaule, derrière la tête, voilà, et je m'amuse. Et au montage, je découvre en fait qu'il utilise ces images pour faire le split screen. C'est intéressant parce que finalement, il parlait déjà du split screen dans Lux Eterna. Ça a inspiré l'affiche. Et puis finalement, dans Vortex, on voit qu'il l'a extrêmement bien développé. Moi, j'adore cette idée de split screen, de points de vue différents, divergents. Alors sur Vortex, il n'est pas divergent, mais on a l'impression qu'on voit 2 existences qui cohabitent ensemble. Sur Lux Eterna, c'est vraiment des champs contre champs, c'est vraiment monté de manière plus classique. Tout ce travail de cadre multiple, ça me rappelait le travail photographique assez méconnu de David Hockney, qui est un peintre qui est très connu pour ses aquarelles et beaucoup moins pour ses polaroïdes. Et finalement, il avait déjà un peu cette vision de développer une image, d'avoir des visions différentes sur une même scène, et puis de la prendre en Polaroid, et puis finalement de les coller les unes à côté des autres. Ça donne finalement une nouvelle manière d'interpréter la scène, d'avoir peut-être des points de vue différents, d'avoir... là, on a presque l'impression qu'on voit le mari et la femme qui cohabitent ensemble, mais qui sont presque déjà séparés par le cadre. Donc je trouvais ça extrêmement intéressant. Gaspard, pour moi, je crois qu'il cultive un peu le mystère du travail. Je pense qu'il doit travailler énormément. Pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce qu'il fait. Il n'y a rien qui est au hasard. Mais sur le plateau, par exemple, la manière dont je le vois travailler, donc évidemment, il mène son équipe.
Il n'y a pas de plan de travail comme un tournage classique où on sait à chaque heure qu'est-ce qui fait quoi. Ici, c'est lui qui mène vraiment la danse. On sent qu'il a tout en lui. Il est capable d'improviser comme il est capable de demander aux gens vraiment l'idée qu'il avait en tête. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est un travail qui est organique. Une équipe normale qui n'aurait pas l'habitude de travailler avec Gaspard, elle serait un petit peu désemparée. Là, la première assistante, Claire Corbetta, ça fait 2 fois qu'ils travaillent ensemble sur Climax et sur Lux Aeterna. Je ne sais pas s'ils ont travaillé auparavant ensemble. Moi, je l'ai connue première assistante et productrice en film publicitaire. Donc, je pense que c'est des gens qui ont les nerfs solides et puis qui finalement laissent Gaspard travailler. Donc, on peut prendre un peu de retard, mais finalement, ce retard, il est toujours bon puisqu'il permet de préparer, de réfléchir et c'est techniquement quand même complexe ce qu'il fait. Donc, on ne s'en rend pas compte, il y a des mouvements de grue, il y a énormément de choses. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de préparation avant même que les acteurs viennent en place, puisqu'il faut répéter vraiment les positions de caméra. Par exemple, pour la chorégraphie de Climax, alors moi je n'ai assisté qu'au tournage, je n'ai pas assisté à toutes les répétitions, mais c'est vrai qu'il y avait un travail avec la grue qui était phénoménal. Quand on regarde le film, évidemment, quand on est spectateur, on ne se rend pas forcément compte de la complication technique, et tant mieux. Mais la fluidité des mouvements de caméra, finalement, demande énormément de répétitions. Même si on a des grues, des mouvements, et qu'on ne s'en rend pas compte forcément quand on regarde le film, ça demande beaucoup de temps de préparation. Ce qui est intéressant dans Climax, c'est que du coup, il a travaillé sans limite, sans limitation. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que je vais plaire ou pas plaire, même si on sentait qu'il était vraiment mitigé. Il est allé à fond, il est allé au bout de ce qu'il devait faire en se disant, bon bah tant pis, voilà, je reparle, il y a encore des filles, il y a encore de la drogue. Mais finalement, au-delà de ça, il a quand même des sujets. Alors, j'ai la chance de lire un petit peu les synopsis qu'il envoie pour les financements. Ce qui est intéressant, c'est que là, en condensé sur un A4, on voit un peu vraiment ce qui le motive dans ce projet. Et là, c'était le phénomène de groupe. C'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un phénomène de groupe, quand on accuse quelqu'un, puis qu'on se lance la balle. Voilà, il y a tout d'un coup une montée d'agressivité, ça entraîne un phénomène de groupe, et c'est ce qu'on ressent dans le film. Et moi, par exemple, c'est vrai que avec une approche externe, on n'a pas l'impression qu'un réalisateur travaille de cette manière. Pour moi, j'ai l'impression qu'on déroule une histoire, qu'on écrit une histoire avec des scènes, des séquences, des personnages. Là, finalement, quand il garde ce fil comme un moteur, il va pouvoir diriger vraiment tous ces acteurs avec cette même envie un petit peu de se faire vengeance, d'être agressif, d'accuser autrui. Il repose sur les rapports humains, sur la complexité de ces rapports. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre un homme qui a soif de vengeance parce que sa femme a été violée, parce qu'il y a des danseurs et tout d'un coup on accuse quelqu'un, puis on ne sait plus qui c'est, et puis tout le monde devient fou. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Lux Aeterna. Finalement, on a cette réalisatrice incarnée par Béatrice Dalle qui est très épanouie dans son rôle, et puis tout ce qu'on peut lire au fur et à mesure autour d'elle, et finalement elle est victime un petit peu de tout ce qui se passe autour d'elle, et puis la réaction des gens, sa réaction à elle. Donc c'est ce tout petit brin, ce moteur qu'en fait lui va tirer, dérouler au fur et à mesure, et c'est ce qui fait la force, je pense, de ces films. On s'y retrouve tous, on s'y identifie tous, on se demande un petit peu comment on réagirait finalement dans la même situation. Sur Lux Aeterna, avec Jérôme Penel, son monteur, qui avait aussi déjà mis en place le générique de Enter the Void à l'époque, là ils mettent en place en fait ce travail de RVB. Voilà. Et là je vois que des prénoms. Donc Gaspard me dit on va faire des colonnes. Comme ça, moi j'adore la justification de ces colonnes, c'est un petit peu parfait dans quelque chose d'agressif, de très stroboscopique. Pour les gens qui ne connaissent pas le RVB, donc le rouge, vert, bleu, si on les fait clignoter assez rapidement, en fait, ça devient du blanc. Là, il a essayé de faire clignoter ça très très vite, jusqu'à ce que la persistance rétinienne peut-être ne voit que du blanc. Je crois qu'il était assez déçu parce qu'il n'y avait pas assez de malades à la projection à Cannes. Donc c'est ce qu'il m'avait dit, mais s'il y a eu 2-3 départs de personnes, voilà, mais il était déçu. Il pensait que ça allait rendre les gens un peu plus malades. Voilà. Ce qui le faisait rire, et puis ce qu'il a continué à faire par exemple aujourd'hui, c'est que tout d'un coup les producteurs, on leur met des grosses typos, des typos quasi hollywoodiennes ou des typos très travaillés. Dans Climax, il a poussé la démarche à quasiment faire des typos dorés. Donc
Donc ici, on a remplacé les typos blanches par les premiers designs. Donc ici, c'est pas le rendu définitif doré comme il existe dans le film, mais on est déjà sur, voilà, sur des choix typographiques. Voilà, il y a un petit traitement, il y a un peu de relief. Voilà, donc il y a des designs qui ont changé en cours de route, évidemment, mais ça nous permettait de voir aussi qu'est-ce qui se ressemble, est-ce que c'est lisible, est-ce qu'on se pose des questions. Voilà, là, c'est un premier jet pour tout ce qui est équipe, en fait. Donc là, j'ai les pictogrammes, un premier traitement, voilà, des gens qui n'ont pas encore leur typo définitive, mais on est en train d'approcher. Voilà, il y a des choses qui ont évolué depuis. En fait, il a mis tout le monde de manière hyper clean. Et tu vois, il n'y a que lui qui s'est fait comme ça en doré un peu abîmé. Je pense que la part de provocation a été différente, je pense, venant de Gaspard. Là, il y avait une remise en question sur ce projet. Sur ce type de détails, on voit que finalement, Gaspard, je pense qu'il n'était pas sûr de la manière dont allait être reçu le film. Eh bien, voilà, il se jetait un petit peu dans la fosse aux lions. Et là, par exemple, on voit les producteurs sont en lettres dorées, propres, et lui, il est coproducteur, il est producteur aussi, mais tout d'un coup, il se salit parce qu'il n'a pas envie de se mettre à la même hauteur que les autres. Là, il y a une nouvelle évolution. Là. Donc là, on voit par exemple le chef électro, tout à l'heure qui était beaucoup plus simple. Bah, du coup, voilà, j'ai donné un petit effet. Ça a monté d'une étape à peu près. Et c'est pareil, au fur et à mesure qu'on les relit, qu'on regarde, ben, en fait, ça se transforme. Dans le générique, on peut voir à un moment, à la fin, de tous les chefs de poste, le nom de Gaspard apparaître avec cette peluche. Et ça, je pense que ça fait partie du mystère de la création de Gaspard. En fait, il est venu avec cette idée-là. En fait, il avait, je pense, l'idée d'avoir un petit démon à côté. Et c'est pareil, il m'a fait découvrir cette artiste, je crois, qui est islandaise, qui fabrique des installs en fait à base de peluches. Et elle avait fait ce smiley. Mais c'est vrai qu'à la base, on est passé par vraiment différentes options, presque de traitement d'un espèce de petit smiley comme ça, un petit peu démoniaque. Et puis voilà, ça ne correspondait pas. Et finalement, il a vraiment contacté cette artiste contemporaine pour récupérer les droits d'usage de ce démon. Et c'est pareil, une fois de plus, je pense que ça fait partie voilà, du regard de Gaspard sur son travail. Il y a quelque chose toujours de provoquant, mais là, tout d'un coup, il y avait aussi quelque chose de mignon, entre guillemets. À chaque diffusion, en tout cas, du générique et du film, les gens réagissent sur ce dernier carton. Voilà, on entend, ça rigole dans la salle, il se passe quelque chose. Je pense que ça dispose aussi. C'est quelqu'un qui sait jouer sur les émotions pendant la projection de son film. Il sait faire, quand on parle de roller coaster, c'est vrai qu'il sait mettre de la tension, détendre, faire rire, reprendre derrière. Donc ça, c'est vraiment un exercice dans lequel il est assez habile. Ça, c'est vraiment Gaspard. Voilà, là, je crois que c'est vraiment son graphisme. C'est son choix typographique. C'est vraiment ce qu'il a envie de dire, de la manière dont il a envie de le dire. Voilà. Et dans une mise en page qui lui est propre. En fait, c'est là où je trouve que son regard, il est proche de celui de l'affichiste. Il a une lecture assez immédiate. Alors, il peut être partisan du décadrage, mais je pense qu'il est plutôt pour des choses assez massives, assez équilibrées, assez construites. C'est vrai que là, on ne voit pas sur ce genre de détails, mais pour un graphiste, c'est quelqu'un qui va comparer les espaces, l'interlignage par rapport à l'approche. Et donc, il est capable, lui, par exemple, d'avoir un vrai travail d'approche optique entre les lettres, plutôt que d'avoir une approche mécanique. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une grande attention sur ça. Il y a des détails qu'on peut remarquer. C'est vrai qu'il y a des détails qui sont visibles et qui sont mis en scène. Par exemple, quand Psyche, elle met les gouttes de LSD sur son lit, il y a des couvertures de bouquins qu'on a complètement refaites, où il y a marqué LSD, enfin, de manière un petit peu visuelle pour qu'on se soit lisible à l'écran. Bah, c'est vrai qu'on a retouché plein de trucs. Hein. C'est vrai que là, je regarde. Donc tout ça, c'est truqué. Hein. C'est fou. Hein. Regarde. Ça, c'est même pas filmé. Hein. C'est une photo qu'on a faite. Et après, moi, j'ai modifié des titres. Tu vois, là, regarde, on se voit dans l'image. Donc on a fait une installation. En fait, Gaspard voulait incruster le début du film dans une télévision. Ça représente quoi la danse pour toi? C'est tout pour moi. La danse, c'est tout pour moi. C'est que ça.
Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quand on regarde tous les titres des ouvrages, c'est vraiment quelque chose que Gaspard a amené, donc même dans les VHS. Voilà, Gary Newman, on retrouve déjà des artistes de la bande originale. Il avait 2 sacs pleins. On voit que Gaspard, il maîtrise autant le tournage que la post-production, parce qu'il y a vraiment des demandes qui sont faites, il y a des choses qui tournent, et puis voilà, il y a toujours un gap. À la sortie du montage, il y a vraiment il y a une vraie plus-value. Ce qui est assez extraordinaire dans l'échange qu'on a avec Gaspard, c'est que tout d'un coup, on se rend compte que derrière tout son travail, il y a quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très cultivé, qui a sûrement l'art de la provocation bien placé. C'est quelqu'un qui est tout à fait conscient de ce qu'il fabrique, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui sait aussi énormément se protéger. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir partager ce temps-là avec lui, parce que c'est vraiment aussi un privilège de pouvoir de pouvoir le voir peut-être se comporter de manière plus naturelle. Quand je dis je connais bien Gaspard, chez les gens ça peut provoquer une sorte de réaction un peu bizarre en disant tiens, mais comment est-ce que vous pouvez cohabiter? Et finalement c'est parce que déjà je pense qu'on respecte le travail de l'un et de l'autre, et c'est vrai que lui quand on parle typo, on s'entend bien, donc ça c'est quand même quelque chose qui forge une relation. Et puis c'est vrai que dans les échanges qu'on a, c'est vrai qu'avec Gaspard c'est toujours intéressant, et c'est quelqu'un qui me fait découvrir des choses, peut-être une partie de culture que je n'ai pas, et ça reste des échanges toujours riches. Moi c'est vrai que je suis content d'avoir rencontré Gaspard. Voilà.